Au sommaire de l'actualité, la Mahev, mission apostolique, l'heure est venue à récompenser ses étudiants à la suite d'une formation à l'école de délivrance. La MIERA, mission internationale d'évangélisation et de restauration des hommes, a organisé 3 jours de croisade qui a réuni toutes ces églises de Côte d'Ivoire. Au Bénin, afin d'appeler tous les chrétiens du pays à l'unité, une soirée spéciale a été organisée par Christophe Tobo et le Global Business Roundball GBR. Sur le continent africain, en République démocratique du Congo, les membres du nouveau gouvernement ont été officiellement installés. Et au Cameroun, une nouvelle grève des dockers paralyse le port autonome de Douala. Les dockers revendiquent de nouvelles conditions de travail. Enfin, à l'international, le président brésilien Michel Temer est pris à son tour dans le tourbillon des scandales de corruption. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis, la Mahev. La mission apostolique L'heure est venue à récompenser ses étudiants à la suite d'une formation à l'école de délivrance, sorte de discipulat et de ministère. La cérémonie s'est déroulée le week-end pascal dans la commune de Cocody à Abidjan. Le week-end pascal a été marqué par plusieurs festivités dans le corps de Christ, au nombre desquelles la double cérémonie de la Mahev, mission apostolique L'heure est venue, qui a eu lieu le samedi 15 avril dernier. Ce sont une cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la 5e promotion de l'EDDM, école de délivrance, de discipulat et de ministère, et la dédicace de 2 nouvelles œuvres littéraires de l'apôtre Emeka David. C'est la parole que Dieu m'a donnée et dit je veux que tu suscites les hommes pour moi. Que je veux utiliser pour changer la face de l'Afrique. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai reçu ces paroles. Après 6 mois de formation, vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime. J'aimerais dire merci à l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'a fait de faire partie de ces brillants étudiants. Parce que la Bible déclare dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce ministère apostolique qui a une mission pour libérer le peuple de Dieu, au-delà du peuple de Dieu, des familles, au-delà de la famille, des communautés, pour équiper, c'est-à-dire former et relâcher, libérer les gens dans la destinée. Nous sommes plus dans le domaine de délivrance, délivrance individuelle, délivrance des familles, délivrance des communautés. Et Christ a ressuscité, la mort n'est pas pu les retenir captives. Que la bénédiction de sa résurrection soit votre partage. Prédication, louange, action de grâce et conseils à l'endroit de tous les récipiendaires ont meublé cette double cérémonie au sein de la Mahev, rehaussée de la présence des parents, amis, connaissances et frères dans la foi. La MIERA, la mission internationale d'évangélisation et de restauration des âmes, a organisé 3 jours durant, du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril 2017, une croisade des églises réunies au sein de cette mission. En voici un compte rendu. Le cadre qui a servi de rencontre pour les fidèles de la MIERA était le stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Toutes ces communautés situées hors d'Abidjan ont été invitées à se rencontrer pour célébrer la fête de Pâques. Le président fondateur de cette mission nous donne les raisons d'une telle activité. La fête de Pâques, ce n'est pas Pâquinou. Et puisque les chrétiens ne s'intéressent pas, donc le monde a fait une récupération. L'origine de cette fête appelée Pâques ce n'est pas une origine païenne. Ce n'est pas la fête de Saint-Valentin, ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la fête des pères. Mais quand on parle de Pâques, on parle de la résurrection, on parle du renouveau, on parle de la renaissance, on parle d'un départ, d'un nouveau départ, on parle d'une rupture, on parle de l'homme nouveau, on parle de changement de vision. Parce qu'avec la résurrection, il faut comprendre que celui donc qui célèbre la fête de la Pâques est transformé. Chaque année, depuis 2006, toutes les églises que comporte la MIERA se regroupent dans une ville pour célébrer cette fête-là à l'honneur de l'Éternel. Donc le but donc, de cette manifestation est, dans un premier temps, pour honorer le Seigneur et permettre aux chrétiens surtout de se retrouver, adorer leur Dieu, faire des dons à l'Éternel
L'édition Pâques 2017 de la Mira a été riche en louanges, prédications et témoignages. Les chantres Richard Crémé et Nestor David ont apporté une note musicale à la gloire de Dieu lors de cette célébration de la Pâque. Toujours au chapitre religion, mais cette fois-ci hors de la Côte d'Ivoire, au Bénin, une soirée a été initiée par Christophe Tobo et le Global Business Roundball GBR afin d'appeler les chrétiens du Bénin à l'unité. Cette soirée spéciale a été marquée par la présence du ministre des Sports du Bénin, Osbald Omeki. Cette soirée est exceptionnelle dans la vie des membres du Global Business Roundtable. Et pour cause, le conveneur de ce vaste mouvement est venu requinquer les adhérents à la vision. Après une brève exhortation du pasteur Dr Koumambe Bossou, l'honneur est revenu au premier responsable du GBR section Bénin de lever un coin de voile sur l'importance pour les chrétiens de se mettre ensemble. Rester dans cette vision, parce qu'autour de lui, quand nous allons dans nos conférences, nous comprenons autant, nous voyons autant de personnes, autant d'investisseurs de grand niveau qui viennent et qui nous rassurent. Nous comprenons qu'avec ces gens-là, nous pouvons investir dans nos nations. Et comme c'est le Bénin qui est notre affaire, nous voulons vraiment croire à ça et travailler ensemble. L'initiateur du Global Business Roundtable, dans sa prise de parole, est revenu sur la vision que lui a confiée le Seigneur. Un de nos mandats clés, c'est de nous assurer que nous luttons contre l'ignorance. Voilà pourquoi dans nos rencontres, chaque fois, il y a des partages d'informations, il y a de la formation. On équipe les gens avec des savoirs et de l'information. L'information est la puissance. Et nous luttons aussi contre la pauvreté parce que c'est l'ennemi des humains. Cette dynamique de lutte contre la pauvreté a reçu l'approbation des personnalités présentes à ce dîner de gala. C'est pour ça que je veux dire à toutes les excellences ici présentes, à tous mes frères et sœurs, que chaque moment de notre vie est une grâce. Que quand on est témoin d'un événement comme celui-ci, il ne s'agit pas de manger et d'applaudir le convenant. Il s'agit de comprendre qu'à partir du moment où nous avons entendu ce message, nous devons nous mettre au travail. Et c'est le message que je suis venu vous passer ce soir. Je vais vous informer que je ne suis pas seulement participant, mais je suis membre de GBR depuis quelques moments. Et leur credo, c'est de faire chasser l'ignorance. Et c'est pour ça que je suis connecté à cette vision, pour non seulement accompagner cette vision, mais donner du sien, tout ce que nous pouvons pour que cette vision s'élargisse davantage et touche les quatre coins du monde. Ces moments de fraternité et de partage ont été agrémentés par diverses prestations culturelles. Abordons à présent l'actualité africaine générale. Le Maroc et le Nigeria ont annoncé le lancement officiel d'un projet de gazoduc devant relier ces deux pays. Il s'agit de prolonger un gazoduc déjà existant et qui relie 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le projet de gazoduc qui lie le Maroc au Nigeria est officiellement lancé. C'était ce lundi 15 mai à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI. Objectif de ce gazoduc, permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest d'alimenter leurs centrales électriques en gaz, mais aussi d'alimenter leurs unités industrielles et répondre ainsi aux besoins des habitants. Cet accord est la concrétisation de la vision royale, de la vision de Sa Majesté pour le développement de l'Afrique dans un cadre d'intégration avec les pays africains. Et c'est donc un projet grandiose entre le Nigeria et le Maroc, mais qui va également engager dans son processus tous les pays qui seront traversés par les gazoducs, il y en a au moins plus de 12 qui seront concernés. Long de 5000 km, ce gazoduc titanesque est en fait l'extension du West African Gas Pipeline qui relie depuis 2010 le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Tout en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement, il devrait désormais longer la côte ouest africaine jusqu'au Maroc. Si on prend le premier projet qui est le projet du gazoduc, c'est un projet, de par son ampleur, de par son impact, aura un effet très important sur toute la région. D'abord, c'est un des
très grands investissements que connaîtra la région de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, c'est un projet qui n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un projet de développement. Côté financement, c'est le Fonds souverain du Maroc et celui du Nigeria qui cofinancent cette extension. D'autres fonds souverains pourraient également se joindre à ce projet africain, l'un des plus ambitieux jamais annoncé. En République démocratique du Congo, les ministres membres du nouveau gouvernement ont été officiellement installés le 16 mai 2017. La mise sur pied des institutions étatiques dans ce pays s'inscrit dans le cadre de l'accord politique du 31 décembre 2016. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai 2017. Contesté par les députés du Rassemblement de l'opposition, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tibala veut travailler à l'apaisement du climat politique très tendu dans ce pays. L'exécutif prévoit ainsi œuvrer pour mettre fin aux rivalités internes et améliorer les conditions de vie des populations. Selon les termes de cet accord politique, les 4 missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans les délais convenus. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les tensions politiques restent perceptibles dans le pays. Les adversaires de Joseph Kabila le soupçonnent de vouloir retarder une fois de plus la tenue des élections pour pouvoir organiser un référendum afin de se présenter pour un 3e mandat. Des allégations niées en bloc par le président Joseph Kabila, affirmant que les retards dans les élections sont attribuables à des difficultés liées à l'enregistrement des millions d'électeurs et à des contraintes budgétaires. Les élections, oui, mais pas n'importe quelle élection. Si nous organisons les élections dans la précipitation, sans préparer ce qu'il faut faire pour les faire, parce qu'on tient à des dates, nous risquons d'arriver aux élections non crédibles et qui nous ramèneraient alors probablement à la violence ou à une situation pire que celle qui est avant les élections. Le président de la commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, a déclaré samedi 13 mai 2017 que les élections pourraient être retardées en raison de la violence persistante des milices au centre du Congo. Pourtant, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, une élection présidentielle doit avoir lieu avant fin 2017. Le principal opposant zambien Hakainde Hichilema a été acquitté par la justice de son pays. Il était poursuivi pour avoir insulté des officiers de police qui procédaient l'année dernière à son arrestation. Pour ces partisans d'Hakainde Hichilema, c'est une petite victoire. Le tribunal zambien a acquitté ce lundi le leader de l'opposition, accusé d'avoir insulté les officiers de police qui avaient procédé à son arrestation l'année dernière. Nous voulons une bonne Zambie, une meilleure Zambie. Cet homme est déjà riche, mais il souffre pour des gens comme nous. Pourquoi le torturer de la sorte ? Après ce jugement, le chef de l'UPND a salué ses partisans avant d'être reconduit en prison. Hichilema et 5 de ses co-accusés doivent encore répondre du chef d'accusation de trahison. L'impression que j'ai, c'est que l'on veut maintenir mon client en détention, qu'il soit jugé pour trahison, quand au fond de leur cœur, ils savent qu'il n'y a pas de trahison et que mon client sera acquitté. Mais il aura été victime d'injustice parce qu'il n'a pas pu être libéré sous caution. C'est pourquoi nous avons demandé que la question soit renvoyée devant la haute cour. Hakainde Hichilema est accusé d'avoir mis en danger la vie du président Edgar Lungu et tenté de renverser le gouvernement après que son véhicule a refusé de céder le passage au convoi présidentiel en route pour une cérémonie officielle en avril dernier. Il encourt de 15 ans de prison à la peine de mort. Une semaine après un premier mouvement d'humeur, une nouvelle grève des dockers a paralysé la ville de Douala au Cameroun. Les dockers camerounais revendiquent de meilleures conditions de travail.
On croyait la grogne maîtrisée. Moins d'une semaine après le mouvement qui avait paralysé le port autonome de Douala au Cameroun, les dockers ont repris leur mouvement de grève. Au cœur de leurs revendications, toujours de meilleures conditions de travail. C'est de l'esclavage ici là. C'est pas un travail, c'est de l'esclavage, de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça le mot, parce qu'il faut dire la vérité. Et je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Alors, le mouvement que vous voyez aujourd'hui, parce qu'on vient au travail pour chercher la vie, mais pour nous, on vient plutôt trouver la mort ici. Parmi les 11 points revendiqués par les grévistes, le paiement d'un salaire de base et d'un 13e mois, la prise en charge de leur famille et une meilleure couverture sociale. Nos camarades sont morts hier à l'hôpital, à Général, à cause de la non-suivi. Or, on nous coupe dans l'assurance 5 200 par mois individuellement. Nous sommes 4 000 dockers. Imaginez quel pourcentage ça fait. Ce mouvement de grève a des conséquences directes sur les exportations du pays. Vendredi dernier, plus de 3 000 tonnes de cacao et 12 tonnes de café qui devaient embarquer sont restées à quai. Rendons-nous à présent au Burkina Faso pour parler d'environnement. Le lac Bam, le plus grand réservoir naturel d'eau de surface du pays, est menacé de disparition. Un ensablement abusif est à l'origine de cette menace. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le lac Bam est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au pays des hommes intègres. Il s'étend entre Kongoussi et Bourzanga dans la région du centre-nord sur une distance de 40 km et dispose d'une capacité de stockage de plus de 40 millions de mètres cubes. Cet important plan d'eau est cependant menacé de disparition, la faute à un ensablement criard des lieux causé par des pratiques néfastes. D'abord les cultures même autour, dans le nid même du lac, les pistes habitats ne sont pas connues. Donc certains animaux se jaunent même autour du lac et tout ça c'est des pratiques néfastes vraiment. L'ensablement impacte également sur les ressources halieutiques. Certaines espèces de poissons se font de plus en plus rares et sont aussi menacées de disparition. Face à cette situation, le service de l'environnement entreprend des sensibilisations dont la première mesure concerne le respect de la bande de servitude. Quand l'eau est remplie jusqu'à déborder, c'est à partir de là on mesure 100 mètres. Et à partir de ces 100 mètres, on peut commencer à cultiver. Mais ça, c'est pas respecté ici. Plus l'eau recule, plus on suit l'eau pour faire les cultures. Selon les experts, ce point d'eau disparaîtrait d'ici 2082 si rien n'est fait. Mais en mars 2017, un important projet de restauration a été lancé, notamment sa première phase qui vise la protection et la valorisation du lac Bam, important réservoir d'eau de ce pays sahélien. À l'international, une rencontre des responsables de la diplomatie européenne s'est tenue cette semaine. Autour de la commissaire Federica Mogherini, les ministres des Affaires étrangères d'Europe ont échangé sur l'Afrique. L'Afrique au cœur de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères européens. La rencontre s'est déroulée lundi autour de la commissaire Federica Mogherini. Une réunion au cours de laquelle les responsables de la diplomatie du vieux continent ont évoqué l'avenir de la coopération avec l'Afrique, principalement en ce qui concerne la question de l'aide. La nouvelle approche européenne, a confié Mme Mogherini à ses homologues, est de faire évoluer la relation Europe-Afrique vers un véritable partenariat bien au-delà des politiques actuelles, encore dominées par l'idéologie humanitaire de bailleurs de fonds. La commissaire européenne aux affaires étrangères a en outre souligné qu'elle compte désormais s'intéresser davantage à la jeunesse, mais elle n'a pas indiqué comment l'Union compte réaliser le changement de cap dans ses relations avec l'Afrique. Une analyse qu'elle a peut-être évoquée avec Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est pour sa part adressé au Parlement européen ce mardi. Le prochain sommet Afrique-Union européenne est prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire au mois de novembre prochain. Sur le continent américain, aux États-Unis, de violentes tornades ont causé la mort de 2 personnes. Ces tornades balayent chaque année les États du sud-est et du centre des États-Unis. Aux États-Unis, au moins 2 personnes sont mortes ces dernières heures lors du passage de tornades, d'impressionnants phénomènes météo qui balayent chaque année à cette saison les États du sud-est et du centre du pays. La première victime a été enregistrée dans l'État du Wisconsin.
D'après ce qu'on m'a décrit, il y avait ici des murs et maintenant il n'y a plus rien, commente le responsable de la police locale. Il y avait toute une rangée de caravanes et de mobil-homes, il y en avait apparemment entre 6 et 8 qui étaient alignés et là il n'y a plus que des débris. Autre victime cette fois dans l'Oklahoma, une tornade a dévasté tout un lotissement. Cette tornade s'explique par la rencontre de courants d'air froid et sec venus du pôle Nord avec des courants d'air chauds et humides venus du golfe du Mexique. Un peu plus au sud, sur le continent américain, au Brésil, le président Michel Temer est pris à son tour dans le tourbillon des scandales de corruption. Il aurait été enregistré en train de donner son accord à des pots de vin pour acheter le silence d'un député. Les révélations du journal O Globo ont poussé des milliers de manifestants dans les rues à travers tout le pays, comme ici à Sao Paulo. On le savait déjà, mais maintenant il existe un enregistrement, il existe une preuve que le président a commis des actes répréhensibles pendant son mandat. Nous voulons la démocratie. Nous sommes révoltés par ce président putschiste. Les accusations visent directement le président conservateur Michel Temer. Selon O Globo, il a été enregistré en train de donner son accord à des pots de vin. Le quotidien révèle qu'il a rencontré en mars Joesley Batista, propriétaire du géant brésilien de l'agroalimentaire JBS. Batista s'est enregistré secrètement alors qu'il expliquait au chef de l'État qu'il versait des sommes d'argent à Eduardo Cunha pour acheter son silence. Cunha, ex-président de la Chambre des députés, a été l'un des politiques les plus influents du Brésil. Il est actuellement en prison, condamné fin mars à 15 ans de réclusion pour corruption dans l'affaire Petrobras. Le président a nié en bloc les accusations de corruption. Pas de quoi convaincre les membres de l'opposition. Aujourd'hui, quelque chose que nous attendions s'est produit. C'est la preuve concrète de la corruption au sein du gouvernement de Temer, mais surtout de la part du président Temer lui-même. L'opposition a réclamé publiquement la démission du chef de l'État. Michel Temer, conservateur, est devenu président il y a 1 an à la suite de la destitution de l'ex-présidente de gauche Dilma Rousseff, un séisme politique qui avait été en partie orchestré par l'homme fort d'alors, un certain Eduardo Cunha. L'armée vénézuélienne a été déployée pour mettre fin au pillage. Face à l'inflation, des centaines de personnes se sont mises à piller des supermarchés et 2600 soldats ont été déployés dans l'état de Táchira. Le président vénézuélien envoie 2600 soldats pour mettre un terme au pillage dans l'état de Táchira, près de la frontière colombienne. Des centaines de personnes accablées par le manque de nourriture et l'inflation la plus élevée du monde ont attaqué hier encore des supermarchés. Mais d'après l'opposition, ces troupes ont pour mission de réprimer les manifestations contre le président Maduro. Depuis plus d'1 mois et demi, ils sont des dizaines de milliers à descendre chaque jour dans la rue pour exiger la démission du chef de l'État au péril de leur vie. Cette vague de protestation a déjà fait 43 morts, dont un adolescent de 15 ans tué hier et des centaines de blessés. Dans la soirée, à Caracas, une veillée a eu lieu en hommage aux victimes, sans oublier les 159 personnes interpellées et incarcérées sur décision de tribunaux militaires, un procédé pourtant interdit par la Constitution. À l'autre bout du monde, en Iran, les Iraniens ont voté vendredi pour accorder ou non un second mandat au président Hassan Rouhani. Sa politique d'ouverture au monde a suscité des espoirs qui sont aujourd'hui en partie déçus. La liesse dans les rues de Téhéran mercredi soir. La campagne pour l'élection présidentielle de ce vendredi était officiellement terminée, ouvrant la période de réserve de 24 heures. Brandis pêle-mêle par leurs partisans des portraits des 2 principaux candidats, le modéré Hassan Rouhani qui espère décrocher un second mandat et le conservateur Ebrahim Raisi. Nous sommes portés par l'espoir et nous pensons que la modération est la meilleure chose. Nous voulons que ça arrive, nous voulons que notre candidat gagne, nous ne voulons pas perdre espoir.
Je tiens ces deux photos pour faire passer le message que nous sommes tous iraniens, que l'unité est plus importante et que quel que soit celui que nous choisirons, l'important c'est de voter et de choisir rationnellement. À en croire les sondages, l'abstention pourrait s'élever à 30%. Rouhani promet de poursuivre sa politique d'ouverture au monde, une politique qui, selon son adversaire, a affaibli le pays et son économie. Au chapitre sport du football, le club anglais de Manchester United disputera le 24 mai prochain la finale de la Ligue Europa. Pour le manager de ce club anglais, il s'agit plutôt de sauver une saison qui a été plutôt terne. Comment sauver une saison bien terne jusque-là ? En remportant la Ligue Europa. C'est l'objectif affiché par José Mourinho après la qualification de Manchester United pour la finale de la petite Coupe d'Europe. Les Mancuniens, tombeurs du Celta Vigo en demi-finale, seront opposés à l'Ajax Amsterdam à Stockholm le 24 mai prochain. Leur championnat se termine ce dimanche, donc ils auront 12 jours pour préparer la finale, alors que nous avons encore 3 matchs de championnat à disputer. Espérons que Crystal Palace n'aura pas besoin d'un résultat pour se maintenir lors du dernier match, car nous ferons beaucoup de changements pour cette rencontre, et peu importe ce qui se passera, personne ne pourra nous blâmer puisque nous aurons une finale à jouer 3 jours plus tard. Avant de penser à la Ligue Europa, l'Ajax peut être sacré champion des Pays-Bas pour la 34e fois de son histoire. Le club d'Amsterdam est en ballottage défavorable puisqu'il accuse un point de retard sur le Feyenoord. Mais la qualification obtenue aux dépens de Lyon, malgré une défaite 3-1 au match retour, a boosté la confiance des Néerlandais. Quand vous atteignez une finale, vous devez la gagner. Et je pense que c'est possible. Nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser avec de grandes équipes. Nous l'avons fait en éliminant Lyon. Si nous sommes capables de jouer notre football, je suis persuadé que nous pourrons obtenir un bon résultat. Le club qui l'emportera à Stockholm obtiendra son billet pour la prochaine Ligue des Champions et c'est crucial pour Manchester United qui n'est que 6e de la Première Ligue. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.